Donc le thème de notre table ronde, c'est le thème de la journée, c'est les strates végétales et l'adaptation au changement climatique. Il reste une place ici. Et donc, on accueille donc Isabelle Aymon, qui est au centre de la table, donc, qui est adjointe au maire de Laval, en charge de la transition environnementale et de l'écologie urbaine. Alors, Catherine Villefranc, qui est paysagiste conceptrice, et qui a créé et dirige l'agence Artemis. Alors, honneur aux dames toujours, Marie Gantois, qui est chef de la division expertise sol et végétal à la direction des espaces verts de la ville de Paris. Stéphane Charrier, donc, qui est sélectionneur et semencier dans la société Barenburg. Et puis, pour finir, c'est Antoine Dagano, des pépinières charentaises. Et donc, je vous propose, on a eu beaucoup d'exposés, on va plutôt être dans une discussion et peut-être qu'à l'issue de cette discussion, on pourra continuer avec la salle s'il nous reste un petit peu de temps. L'idée, c'est bien aujourd'hui de voir quels sont les freins et les leviers pour intensifier la renaturation des villes. Et donc, avec ces différents représentants de la filière du paysage, qu'on soit décideurs dans un service de collectivité, producteurs de plantes ou concepteurs de paysages, on partage les mêmes questions, mais on n'a peut-être pas les mêmes visions des atouts, des risques, des enjeux un peu prospectif par rapport à nos professions. Et c'est de tout cela qu'on va discuter. Pour commencer, on va commencer peut-être par le démarrage, la question de la perception de ces enjeux et du besoin de renaturer les villes par les bénéficiaires dans les villes qui sont les habitants eux-mêmes. Alors, je vais commencer avec vous, Isabelle Aymon. En qualité d'élu, comment analysez-vous la compréhension de ces enjeux de renaturation des villes par les habitants? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez vu une évolution au cours de ces dernières années? Oui, bonjour. Merci pour cette question intéressante pour une élue. Donc, effectivement, nous avons été élus pour l'équipe municipale actuelle sur Laval, déjà sur un projet de végétalisation, enfin de transformation majeure de notre centre-ville. C'était une sorte de rond-point de circulation automobile et transport en commun. Le cœur, on est sur 2800 mètres carrés à peu près. Le cœur était essentiellement du stationnement. On avait plusieurs centaines de places de stationnement, même sur les trottoirs. Donc voilà, on avait un centre-ville très ingrat. Le projet donc, de celui qui est le maire actuel de Laval, c'était apaiser cette place, redonner des cheminements piétons, en faire un lieu attirant, végétalisé. Alors cette place était très arborée. Il faut qu'elle retrouve ses arbres. On en a conservé certains, mais pas tous, loin de là. Enfin, je serais peut-être amenée à y revenir. Donc ça, c'est le projet phare du mandat. Et c'est très certainement le facteur majeur d'élection de notre équipe, en lien avec la dimension sociale que représente ce projet de végétalisation, puisque nous avons dit aussi que ce qui se passait en centre-ville se passerait dans les quartiers. Donc on a sur différents quartiers du territoire végétalisé aussi des projets de végétalisation que l'on met en œuvre au fur et à mesure. Sauver des espaces verts qui étaient potentiellement constructibles. On a réouvert en jardin public ce qui était un parc privé de la Banque de France et qui était destiné a priori à être vendu à de la promotion immobilière. Végétalisation de cours d'école. On a une cour oasis sur une rénovation d'école qui traînait, qui a été à l'échelle des cours d'école l'un des projets majeurs qui va se terminer là sur 2024. Dans quelques semaines, on devrait avoir l'inauguration de cette cour oasis. Également
Je dirais la question des mobilités. Dans les transitions environnementales, il y a la question des mobilités actives. Mais pour qu'il y ait mobilité active, il faut qu'il y ait caractère agréable, qu'il y ait aménité positive du cheminement. Et donc, nous avons la chance d'avoir la rivière, la Mayenne, qui traverse la ville. Mais d'un des côtés, notamment, le quai est l'enrobé. Donc, sur une première tranche en 2022, nous avons décrouté, remis une arène qui permet une promenade beaucoup plus agréable, désimperméabilisée entre les arbres. Et cette année, nous faisons la deuxième tranche. Enfin, on va commencer là dans quelques semaines. Donc, 400 mètres, à peu près 400 mètres d'abord, plus de 600 mètres maintenant. Ça va nous faire une très belle promenade urbaine avec plus de végétalisation, des noues d'infiltration. Parking végétalisé aussi, quelquefois la ville a besoin de stationnement, on végétalise les parkings. Donc on a besoin de tout cela. Et on voit également, nous avons instauré des budgets participatifs pour avoir des projets citoyens. Et on voit qu'il y a beaucoup de demandes. Les projets qui sont déposés par les citoyens vont beaucoup dans le sens aménagement d'espaces verts, végétalisation des aires de jeu, espaces nourriciers, petites stations gourmandes, fruitiers. Donc ces projets-là parsèment la ville maintenant. Donc l'attente est bien là, elle est bien réelle. Attente forte. Les premiers retours sont positifs de la part de l'acceptation par les habitants de la transformation de la ville. Ils demandent même que ça aille plus vite ou... Alors, retour très positif en ce qui concerne notre projet de cours d'école. Évidemment, cette école-là est enchantée d'avoir, d'ici quelques semaines, rêve de voir ce que sera cette cour. Retour extrêmement positif des promenades. Cette promenade le long de la Mayenne, c'est évidemment quelque chose... Puis nous avons commencé par le côté le plus éloigné du centre pour faire jonction pratiquement avec le halage. Donc on est à la limite campagne-ville et du coup ça nous permet de faire pénétrer un peu plus la campagne, une forme de nature dans la ville. Donc ça c'est extrêmement positif. Le centre-ville, le projet phare, il va être abouti... je reste sur l'été 2025, donc pour l'instant, c'est un chantier, je ne vais pas dire innommable, mais c'est un chaos organisé. En progrès. C'est une promesse de l'aube peut-être. Merci. On va continuer avec votre voisine, Catherine Villefranc. Vous êtes paysagiste conceptrice et donc vous êtes aussi en discussion avec les élus des communes et les habitants sur la question de l'acceptation, de la demande de davantage de nature en ville. Est-ce que c'est si évident que ça? Est-ce que c'est partagé par tout le monde? Est-ce qu'il faut quand même faire de la pédagogie pour partager cette ambition de renaturation? Oui, évidemment, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Il y a beaucoup de mots à la mode aussi. Donc, c'est quand même porté souvent par des élus, cette idée de renaturer la ville. Et pourtant, quand il faut faire des choses concrètes, ça peut être plus compliqué. Ça dépend si le maire est vraiment décidé, engagé politiquement à créer une ville verte et en assumer toutes les difficultés. Et moi, je me retrouve confrontée à ça, de devoir expliquer les conséquences de devoir végétaliser la ville. Les habitants ont envie, et en même temps, dans toutes les réunions, j'ai toujours ma question, est-ce qu'on pourrait mettre des arbres qui n'ont pas les feuilles qui tombent? Donc, il y a en même temps une demande, et en même temps, il y a des choses basiques qui sont très loin des préoccupations des habitants, quoi. C'est jamais simple et la vie est jamais uniforme. Il faut s'adapter. Voilà.
Alors, pour poursuivre notre discussion, on va se dire que pour végétaliser la ville, il faut produire des végétaux. Alors, on a des producteurs de plantes parmi nous. Et donc, moi, je vais commencer par Antoine. En qualité de pépiniériste, vous produisez une grande partie des végétaux qui sont utilisés dans les projets de paysage. Et comment vous ressentez cette évolution de la demande des villes pour la renaturation? Est-ce que vous mesurez une évolution quantitative, une évolution aussi qualitative sur le type de plantes qu'on vous demande, sur les palettes végétales? Un des thèmes de la journée, c'est l'association de plusieurs strates, sur le fait effectivement qu'on puisse combiner des choses. Quel regard vous avez par rapport à ces évolutions? Cette évolution, elle est spectaculaire depuis quelques années. Il n'y a pas une ville qui, effectivement, ne développe pas son programme de plantation d'une façon générale, avec des choses aussi plus spécifiques. On l'a évoqué sur des imperméabilisations de cours d'école, par exemple. Hein. Enfin, donc, nous, la demande, elle est très soutenue d'une façon générale. Alors, en termes de palette, j'ai envie de dire, l'arbre reste la plante structurante du paysage, donc c'est souvent là que s'appuient nos clients nous demandent effectivement d'avoir une réactivité forte sur ces arbres, avec une gamme qui malheureusement est un petit peu restrictive, avec beaucoup de choses qui sont toujours un peu demandées. C'est toujours l'érable champêtre, voilà, qui est la plante aujourd'hui la plus demandée, mais c'est clair, c'est récurrent. Et après, sur les autres strates, alors nous, on a la chance d'être un producteur très généraliste aux Pépinières Charentaises, donc on a cette vision des différentes strates. Elle reste très pertinente et très, très importante dans la demande du paysage, avec une volatilité des demandes qui est encore plus importante que pour les arbres. Bon, heureusement, les cycles sont plus courts, donc on peut plus vite s'adapter, mais on voit une forte influence aujourd'hui avec l'émergence de demandes sur des plantes qui sont plus sauvages et moins botaniques peut-être. et ça, on le ressent aussi très très fort. Voilà. Et d'après vous, du coup, est-ce que les projets vont assez loin dans l'effort de diversification? On a dit qu'il fallait diversifier à toutes les échelles. Vous nous disiez que finalement, ça restait peut-être en quantité, il y avait beaucoup de demandes, mais ça reste quand même assez restreint sur les demandes qui se concentrent souvent sur les mêmes végétaux. C'est malheureusement la conséquence d'un effet entonnoir. À partir du moment où on a en ville, comme ailleurs, mais particulièrement en ville, un contexte dans lequel il faut intégrer pas mal de critères. Ces critères, malheureusement, orientent souvent vers les mêmes espèces. C'est pour ça qu'on ressent aujourd'hui. Non, alors, en fait, on a quand même une très grande diversité de plantes qui sont demandées et donc produites en face. C'est même peut-être elle augmente avec la demande sur des plantes qui s'adapteraient mieux à des terrains secs. Ce qui, bon, on l'a évoqué un peu toute la journée, peut parfois être discutable, mais peut aussi parfois être nécessaire. Donc ça nous oblige effectivement à élargir ces gammes-là. Mais dans l'autre sens, voilà, il y a malheureusement cette critérisation qui fait qu'on arrive un peu toujours sur les mêmes espèces. On va en reparler. On va peut-être prendre le deuxième micro pour continuer avec Stéphane Charrier. Donc vous êtes spécialiste plutôt de la strate herbacée, producteur de semences de graminées, de vivaces notamment. Vous notez également cette évolution de la demande par rapport aux plantes pour la végétalisation des villes? Oui, merci, bonjour. Merci de m'inviter pour une conférence de ce type. Effectivement, moi, je suis dans la partie basse. Donc effectivement, oui, il y a des changements qui se passent. On voit bien que... un exemple qui me vient en tête, c'est par exemple dans les cimetières où on avait de la castine partout. Aujourd'hui, on nous demande comment est-ce que je peux semer quelque chose sur la castine. Alors c'est vrai que ça permet, notamment par rapport au problème des phytos, qu'on ne peut plus utiliser. Donc ça permet par un entretien mécanique de maintenir
des choses propres. Alors c'est pas toujours facile à mettre en place, hein, parce que notamment dans certains cimetières. Ensuite, et ça permet, c'est vrai qu'aussi on a vu les bénéfices que ça peut avoir, notamment par rapport à la température, ce genre de choses. On voit aussi dans les parcs et autres où il y a différentes, on va dire, strates au niveau du sol, c'est-à-dire qu'on va avoir des zones qui vont être bien entretenues. On veut un gazon qui reste joli, moi je suis à la partie gazon, et après on va aussi avoir des endroits où on va laisser monter la végétation. Ce qui est aussi intéressant par rapport à ça, c'est la capacité de séquestration, notamment par rapport au carbone, donc il y a quand même des intérêts de ce type-là, qui peuvent être assez importantes. Il y a d'autres exemples, vous avez parlé des parkings, effectivement, hein, il y a des demandes sur des parkings d'utiliser des graminées pour justement permettre la filtration. Donc c'est aussi l'intérêt d'utiliser des zones enherbées. Et on voit, parce qu'on travaille aussi avec à différents niveaux, hein, avec des terrains d'élite qui sont aussi sous pression par rapport à l'environnement et autres, et notamment par rapport à l'eau, et avec des changements en fait, d'utilisation et d'espèces pour justement éviter, permettre de passer des périodes très très sèches sans avoir à arroser régulièrement notamment. Donc c'est un challenge pour vous, le fait qu'il y ait des nouveaux sujets, des nouveaux sites qui émergent, comme les cimetières, les parkings, les trottoirs. C'est pas forcément les graines qu'on proposait avant pour faire des gazons, des golfs qu'il faut utiliser. Donc vous avez été obligé de trouver des solutions pour ça. Et surtout aujourd'hui, enfin nous on le voit par rapport à ce qu'on fait. Après c'est vrai qu'en tant que sélectionneur, c'est jamais évident, notamment de discuter avec nos commerciaux, même en interne, hein, puisque leur long terme, c'est 5 ans, nous, c'est 15-20 ans, et dans les arbres, n'en parlons pas. Mais effectivement, c'est des choses qui évoluent et qui changent. Et donc, nous, au niveau de la sélection, on travaille beaucoup sur la sécheresse, on travaille beaucoup sur le faible intrant, pour avoir des espèces, et sur un panel très, très large d'espèces. Alors, on a le régras qui est utilisé en sport, on a des fétuques élevés qui ont un système racinaire plus profond qui permet de résister à la chaleur et à la sécheresse. On a des espèces, des plus petites espèces type Coleria, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on a des espèces que l'on peut considérer comme tropicales ou autres, mais qui sont présentes en France, hein, type le cynodon, qui lui ne demande très peu d'eau, par exemple, et va permettre d'avoir une couverture verte tout l'été sans avoir à arroser, par exemple. Merci. Donc, on a vu effectivement la question des attentes, la question de la production qui doit proposer des solutions nouvelles. On va voir maintenant un certain nombre de freins à ces projets de renaturation. Le premier, on en a parlé plusieurs fois au cours de la journée, c'est le sol. Et je vais interroger pour commencer Catherine sur ce sujet. On veut désimperméabiliser la ville, on veut renaturer la ville, mais souvent quand on enlève l'enrobé, le sol qu'on trouve dessous n'est pas fertile. Et donc, c'est souvent un paradoxe de vouloir trouver des sols fertiles dans des lieux qui ont été urbanisés. Comment on gère ces paradoxes au niveau des projets? C'est compris, ça demande d'être expliqué. Est-ce qu'il y a un consentement à aller vers la prise en compte des sols comme un enjeu basique de la renaturation? En effet, c'est un sujet très important. Surtout, c'est de créer une démarche avec laquelle les habitants et les politiciens adhèrent. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait le choix de faire avec la terre en place et de mettre les végétaux adaptés à la terre en place? C'est-à-dire qu'à notre époque, c'est important de créer une végétation qui sera relativement autonome et qui va être adaptée au lieu, au climat, et de ne pas forcément tendre tout de suite vers quelque chose, entre parenthèses, de beau. C'est-à-dire que les urbains, ils ont quand même l'habitude d'avoir des paysages assez civilisés, avec une certaine diversité végétale, une certaine quantité de fleurs. Donc, il y a cette tendance maintenant de pouvoir aller vers une végétation plus naturelle. Mais voilà, il faut trouver le bon équilibre, en fait, pour retrouver l'acceptation des riverains, aussi d'avoir des espaces qui sont intermédiaires, en transition, avec l'installation de plantes adaptées à des terrains pauvres.
Et puis, il faut faire accepter aussi le temps de changement dans le rythme de la nature. Parce qu'en ville, on n'a pas trop l'habitude. On a l'habitude de tout casser, tout recommencer et faire propre tout de suite, entre parenthèses. Donc là, la pédagogie, elle est aussi sur cette transition en respectant le rythme de la nature. Oui, Michael Fayot faisait tout à l'heure le parallèle avec la construction. Quand un immeuble est construit, il est terminé. Quand un jardin est planté, il démarre seulement sa vie. Voilà. Et donc cette compréhension finalement du cycle de la vie, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué. Réceptionner un jardin en plein hiver, c'est toujours plus difficile qu'au printemps. Hein. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc ça, voilà, il faut l'expliquer. Et on passe beaucoup de temps à ça. On va rester sur cette question des sols et je vais questionner maintenant Marie Gantois de la ville de Paris. À Paris, il y a une vieille tradition de prise en compte des sols, parce que si on relit les promenades de Paris d'Alphand, il diagnostique que les arbres d'alignement ne poussent pas parce qu'on n'a pas investi suffisamment dans les sols, et il proposait de faire ce qui a été fait sur les trottoirs, des tranchées continues de 3 mètres de large et d'1,50 mètre de profondeur, dans lesquelles on a mis de la terre végétale, qui permettait et qui a permis à beaucoup de ces arbres de dépasser le siècle. Où en est-on aujourd'hui à Paris de cette prise en compte de l'enjeu lié à la fertilité du sol, et est-ce qu'il y a cette acceptation à investir à nouveau dans le potentiel à long terme du sol pour la végétalisation ? Oui, merci pour cette question. C'est effectivement un enjeu très important pour nous. Au sein de la division que je dirige, on a un pôle sol dédié du coup à l'évaluation de la qualité du sol. On a aussi un laboratoire d'analyse qui fait du coup des analyses en régie pour la ville de Paris de différents types de sols et qui permet de faire des préconisations en matière de qualité, d'éventuels amendements à apporter pour que ce soit dans des meilleures conditions pour le végétal. Alors, ce qui avait été préconisé dans le cadre des aménagements faits par Alphand à Paris, il y a de ça quelques temps, en fait, on les reconsidère maintenant. C'est une nouvelle politique qui a vu le jour sous cette mandature, où on a pour objectif de débitumer 100 hectares à Paris pour les végétaliser. Et donc, c'est ce qu'on voit fleurir un petit peu partout sur des plates-bandes végétalisées. On reconnecte les arbres entre eux sur des fosses continues quand on avait des fosses individuelles. On crée des rues aux écoles. Et donc, pour tout ça, effectivement, pour le moment, on apporte de la terre végétale qui est propice au développement du végétal. Alors, il faut savoir quand même que cette terre végétale, on ne va pas la piocher au milieu naturel. On la prend par des marchés sur des zones en fait agricoles dans lesquelles il y a de l'artificialisation en région Île-de-France. Donc pour le moment, on bénéficie en fait de ces terres qui iraient en fait à la benne. On en propose une réutilisation plutôt intéressante sur site en milieu urbain. Néanmoins, ce n'est pas une solution qu'on va pouvoir faire sur le long terme, puisque vous avez certainement tous entendu parler donc, du ZAN, le zéro artificialisation nette. J'allais vous questionner là-dessus, justement. Et du coup, effectivement, à partir du moment où ça sera mis en œuvre, où ça sera plus possible d'artificialiser des zones qui sont maintenant en zone rurale, on n'aura plus cet apport en fait, de terre végétale qui nous permettra de végétaliser massivement la ville comme on le fait actuellement. Du coup, pour contrer ça, on a mené depuis plusieurs années maintenant des expérimentations sur différents sites pour réutiliser la terre en place, pour l'amender avec des matériaux de récupération issus du milieu urbain notamment. Je vais juste vous citer 2 exemples pour ne pas durer trop longtemps. Un premier, c'est sur l'esplanade Saint-Louis, qui est juste en face du château de Vincennes, dans le bois de Vincennes. En fait, cette esplanade était avant un parking, juste devant le château de Vincennes. Elle a été complètement débitumée et végétalisée. Maintenant, c'est une grande prairie tout à fait naturelle, très intéressante. Et en fait, les terres qui ont été utilisées pour végétaliser cet espace sont des technosols, avec de la réutilisation en grande partie des terres qu'il y avait déjà en place, mixées avec du béton concassé et mixées avec des bouts de curage des lacs qui est à côté, autour du bois de Vincennes. Donc ça, c'est une expérimentation qui a maintenant 10 ans, qui fonctionne très bien. Et le deuxième exemple que je voulais vous citer, c'était celui de notre forêt urbaine Place de Catalogne. Grosse livraison de cette mandature.
La forêt est en cours. On termine les plantations en ce moment. La majorité des arbres ont déjà été plantés la saison dernière. Et en fait, pour ce sol un peu tout à fait nouveau, on a débitumé la place, on a enlevé la fontaine qui existait, on a apporté de la terre végétale, on a aussi mixé ça avec de la récupération de la pierre de meulière. Donc, toujours dans une logique d'économie circulaire, de récupération des matériaux plutôt inertes, mais issus du milieu urbain. On travaille du coup à restaurer ces sols pour qu'ils puissent accueillir une végétalisation importante. Merci. Donc sur cette question des sols, on peut dire qu'il faut d'abord avoir des connaissances, un diagnostic pour pouvoir adapter le projet. Il faut ensuite intégrer des logiques d'économie circulaire, parce que la terre végétale, aujourd'hui, c'est un produit de l'étalement urbain. Et effectivement, avec la trajectoire ZAN, demain, il ne devrait plus y en avoir. Et donc, l'enjeu de renaturation des villes, ça va être de fabriquer des substrats fertiles. Et après, la question, c'était ce consentement. Souvent, on s'aperçoit que sur les projets, l'impasse est faite sur le volume de sol, en disant on est prêt à acheter des gros arbres parce que ça se voit tout de suite. Par contre, le sol qu'il faudrait pour l'installation sur le long terme de cet arbre, ça ne se voit pas. Et il y a souvent, et c'est souvent le maître d'ouvrage lui-même qui bloque sur le consentement à mettre les moyens nécessaires. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez une écoute de la part de vos élus ? Sur le sol, c'est vrai qu'on a quand même cette chance d'avoir en régie donc, la division que je pilote avec une expertise très importante sur le sol. Donc effectivement, on est plutôt écouté. On a cette chance à la ville de Paris que les préconisations qu'on donne en termes de sol soient effectivement suivies. Alors après, il y a tout le temps, dans le cadre de projets, énormément de discussions avec plein de services, avec beaucoup de personnes qui doivent forcément mener à des consensus et à des décisions qui sont prises collectivement. Néanmoins, oui, on a cette écoute. Oui, je peux rajouter quelque chose. En fait, l'argument du réchauffement climatique, bien souvent, me permet justement de faire des bons amendements dans le sol pour permettre aux végétaux qu'on va acheter de résister et de ne pas avoir des végétaux morts quelques mois après la livraison. Donc c'est important, voilà, c'est un argument finalement pour pouvoir mettre des choses qui soient valables pour la survie des végétaux. Merci. Bon, on va continuer avec vous. Un autre frein à la renaturation des villes, c'est souvent les réglementations ou les normes qu'on s'impose. Ce matin, Véronique Mur nous parlait des références d'un label qui rendent le choix de palette végétale relativement compliqué, parce que si on enlève tout ce qu'il faut enlever, il reste plus grand-chose à la fin. Tout à fait. Et du coup, comment ces réglementations, comment ça influe sur votre travail de concepteur pour choisir des palettes végétales adaptées aux projets que vous proposez ? Alors, je passe pas mal de temps à négocier pour expliquer que la palette végétale locale, qui est très mise en avant par la réglementation aujourd'hui, elle est intéressante à certains endroits. Et en fait, tout le reste de la palette est aussi intéressant à d'autres endroits. En fait, il faut garder la diversité, parce que c'est aussi ça qui va nous sauver quelque part. C'est en testant tous les végétaux qu'on peut se rendre compte qu'un végétal d'origine asiatique, en fait, il résiste très bien au milieu. C'est-à-dire, on en revient toujours au basique, il faut planter les végétaux en fonction du milieu dont on dispose, et pas vouloir mettre des rhododendrons au milieu d'une place minérale. Voilà, ça marche pas. Et c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que notre but, c'est pas de mettre des végétaux exotiques partout et de pas respecter la palette locale, mais de mettre la palette locale là où elle est adaptée. Et en discutant comme ça, quand on a des gens qui connaissent un peu les contraintes, on peut arriver à négocier. Et donc l'idée, c'est bien de faire avec plutôt que de choisir, voilà. D'associer plutôt que d'opposer. De ne pas opposer et de garder la richesse de la palette végétale, non seulement pour qu'elle puisse s'adapter à la diversité des lieux qu'on rencontre, parce que c'est ça qui est intéressant dans le paysage, c'est que chaque lieu a son histoire, ses spécificités techniques, mais aussi historiques,
c'est important aussi que le paysage reste un support aussi de rêve et qu'on puisse créer des références aussi au jardin 19e avec des plantes qui sont dites maintenant exotiques, qui viennent d'ailleurs. C'est une façon de voyager aussi, le paysage. Ça peut nous permettre de voyager et ça peut nous permettre aussi de nous rendre compte qu'il y a des plantes que maintenant on peut s'approprier pour résister au réchauffement climatique. Donc voilà, il faut tempérer un peu les choses et garder aussi cette diversité, que ça soit dans les plantes horticoles qui ont aussi leur qualité puisqu'elles permettent bien souvent, elles ont des volumes proportionnés qui demandent moins d'entretien et c'est des services qui sont importants pour les villes aussi qui ont peut-être moins de personnel pour tailler les végétaux. Les végétaux naturels, ils ont un port souvent un peu exubérant qui n'est pas toujours adapté aux petits espaces en ville. Donc en fait, il faut tenir compte de tout ça pour que les projets concrets vivent bien. Voilà. Merci. On va continuer avec Antoine, toujours sur cette question des réglementations. Finalement, ça arrive aussi chez vous. On vous demande une palette de données alors que vous proposez peut-être des choses beaucoup plus diversifiées. Vos conseils sont écoutés ou vous voyez aussi cette tendance tout à l'heure, vous nous parliez de réduction. C'est peut-être une des causes, ces réglementations ? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, on a les réglementations. On a évoqué plusieurs fois les labels qui génèrent des palettes qui sont a priori pas du tout adaptées et qu'évidemment nous n'avons pas anticipé. Donc, on n'a pas la disponibilité sur certains végétaux. Voire notre expérience prouve que c'est des végétaux qui ne poussent pas du tout. On nous demande tout le temps des sorbiers. Les sorbiers en France aujourd'hui, ça ne pousse pas. Donc, on n'en produit pas. C'est pas la peine d'aller en planter dans des sols qui sont de qualité souvent médiocre ou pas terrible en tout cas. Donc, c'est vrai qu'on est confronté à ça. Donc, j'ai envie de dire, quand on est sur un projet d'une collectivité avec un service espace vert qui jette un œil, il y a une négociation, etc. Très souvent, on est sur un moindre mal. Là où ça devient totalement catastrophique, c'est quand on est dans le domaine de l'aménagement par les aménageurs, par les promoteurs immobiliers, où là, il n'y a pas vraiment de professionnalisme et on prend bêtement les listes telles qu'elles ont été poussées. Donc on nous demande des saules nains en 2025, des Ponus spinosa en arbre, etc. Donc on en rigole un peu parce que nous-mêmes on en rigole dans notre service. Hein. C'est à qui donnera la dernière perle. Mais on en rigole moins parce que ça devient pénible. C'est-à-dire que c'est une inadéquation. Voilà, on est vraiment dans un contexte assez absurde et une inadéquation totale entre alors on n'a pas d'expertise en termes d'aménagement paysager, faut pas. On est des producteurs. Alors notre rôle de conseil, il est très vite limité. Pourquoi ? Parce que le processus normal, c'est de répondre à des études via nos clients, qui sont les entreprises de paysage, qui eux-mêmes ont un service qui permet de répondre à ces études qui nous sollicitent pour juste mettre des prix. Donc, mettre des commentaires dans la marge, je pense que ça vite sa limite. Donc, on ne fait que subir et dire, à la fin, quand le projet se réalise, dire, vous aviez prévu ça, mais ça, c'est pas possible, on n'a pas. Et heureusement, les concepteurs, le client viennent en marquage dans nos pépinières et on repropose une nouvelle palette. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se réalise in fine, quoi. Bon, c'est pas on contourne pas le règlement, mais on adapte à la réalité des faits. Et du coup, l'année prochaine, il faut inviter les promoteurs à la journée palette végétale pour qu'ils entendent le discours. Alors, on va continuer. Marie en a parlé un petit peu. Je vais continuer avec Madame Aymon. Un autre blocage, souvent, de la végétalisation, c'est finalement la complexité des projets urbains. Parce qu'on parle de végétaliser, mais quand un projet, il faut répondre à des enjeux de mobilité, à des enjeux économiques, à des enjeux qui conduisent souvent à des injonctions contradictoires. Alors, comment on fait quand on pilote des projets au sein d'une collectivité pour gérer ces contradictions et peut-être pour proposer les bons arbitrages
qui vont dans le sens du sujet de départ. Parce que parfois, on voit des projets où au départ, le diagnostic, c'est il manque de la végétation, et puis à la fin, on a mis toutes les contraintes, et la part de la végétation reste réduite, parce que finalement, on n'a pas fait peut-être l'arbitrage qui permet d'aller vers ce qui était la demande initiale. Alors voilà, ma question, c'était comment on gère cette complexité? Parce qu'il ne faut pas la nier, mais elle doit se gérer. Oui, donc effectivement, complexité, ça fait aucun doute, arbitrage, ça fait aucun doute. Les bons arbitrages, voilà, on espère les faire, mais restons humbles. Je suis contente, je dirais, d'avoir entendu votre propos du point de vue du producteur. Je dirais, nous sommes ou les donneurs d'ordre ou les gestionnaires, quand les projets de végétalisation ont été faits précédemment, enfin il y a 15 ans, il y a 20 ans, et donc on se retrouve quelquefois à gérer des espaces publics qui nous ont été rétrocédés après des constructions de lotissements, avec des arbres plantés, non pas en dépit du bon sens, ils ont été plantés selon une logique symétrique, en plein milieu du trottoir. Donc il n'y a plus assez de place ni d'un côté entre l'arbre et la propriété, entre l'arbre et le bord du trottoir. Donc on ne peut pas passer avec une poussette ou difficilement, on ne passe pas avec un fauteuil roulant. Donc on va sur la chaussée, donc on crée d'autres dangers. Donc on a ce genre de difficultés à gérer, mais ça se faisait comme ça. Et donc si on est amené, ça fait partie de la difficulté, de l'adaptation à la situation qu'il faut négocier. On peut être amené, on va nous demander de couper ces arbres. Que fait-on? Quelquefois, une tempête passe par là, on fait descendre 1 ou 2, 3, donc ça augmente encore les mois. Et puis, du coup, c'est encore beaucoup de temps de discussion. Donc, sur un projet que nous prenons depuis le départ, c'est effectivement beaucoup de concertation, d'écoute, de l'attente quand ce sont des gros projets, quand ce sont des plus petits. Enfin, c'est une observation des habitants, des commerçants, enfin, en fonction du secteur et de l'ampleur, des professionnels, bien sûr, que ce soit les professionnels dans nos services. Bon, Laval, voilà, nous avons un service qui était Espace Vert, qui est maintenant Nature et Ville, et qui est mutualisé ville et agglomération. Donc, voilà, il y a des professionnels dans nos services, et puis effectivement les professionnels extérieurs qui apportent un conseil, qui nous permettent d'aller visiter des pépinières. Autrement, qui nous amènent à réfléchir, si nous ne l'avions pas encore fait, sur les différentes strates. Effectivement, l'arbre, bien sûr, tout le monde pense arbre en ville, mais il y a les autres niveaux. Là, on a quelquefois la police nationale qui nous rappelle à l'ordre en nous disant « Attention, surtout pas de bosquet, on se cache derrière, c'est dangereux, sécurité ». Voilà. Donc, quelquefois, il faut trouver un moyen de faire malgré tout. J'ai déjà parlé des nous, de l'infiltration d'eau. Tout ça, c'est des calculs avec les compétences en hydrologie. Le lien avec la gestion ultérieure, vous arrivez justement à rentrer cet objectif dans les priorités du projet? Alors, la gestion ultérieure, alors évidemment, c'est la garantie des professionnels qui nous ont fourni des plans pendant un certain temps. De suivi, globalement il y a 2 ans. Et puis la capacité de nos services à entretenir de la meilleure des façons possibles pour qu'effectivement les gens trouvent ça agréable. Donc entretenir, mais ça a été dit plus tôt dans la journée, nos budgets, à Laval en tout cas, ils ont augmenté, nos personnels dans ces services-là ont un petit peu augmenté. On a arrêté de considérer cette dimension-là de la politique publique comme variable d'ajustement. Donc il y a un budget qui a été posé pluriannuel. Donc ça, c'est déjà une sorte de confort, même si c'est pas assez, mais c'est déjà mieux.
Et puis, nos services, voilà, nous allons vers de la gestion différenciée, vers des couvre-sols, des plans, comme vous le disiez, dont les volumes définitifs, enfin adultes, vont sur le long terme, vont être compatibles avec les questions de sécurité routière, de visibilité dans les carrefours, etc. C'est important. Également des choix de palettes. Alors, est-ce que c'est le bon mot après l'exposé du début de journée? Rustique, de manière, puisque nous n'avons plus de phyto depuis des années et des années sur la ville, du moins à l'échelle des espaces publics, gérés par le service public, il faut que, évidemment, il y a des adventices, il y a des mauvaises herbes, voilà, qui sont mal supportées par certains habitants, nécessairement. Et donc, pour rendre cela plus acceptable, on a du permis de végétaliser et puis des choix d'espèces dans les parterres qui donneront moins l'impression qu'on a une mauvaise herbe au milieu, je ne sais pas moi, de très beaux rosiers. On va avoir d'autres plantes qui vont rendre la mauvaise herbe moins différente et donc tout l'ensemble sera mieux reçu. Donc, on va s'inspirer de ce qu'on a vu en Angleterre pour faire accepter la mauvaise herbe. Nous n'en sommes pas là, mais nous espérons. Enfin, moi j'espère en tout cas, oui. Et je transmets. Je veux bien intervenir par rapport à ça. C'est vrai que quand on utilise les vivaces, souvent les vivaces permettent de noyer aussi les mauvaises herbes, d'avoir des strates vraiment constituées, solides dès le départ, avec les tapissantes qui empêchent les mauvaises herbes d'arriver. Ça, après, il faut avoir derrière les jardiniers qui jardinent pas trop. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'après, il faut former les jardiniers pour qu'ils respectent les vivaces et les tapissantes qu'on installe. Voilà, ça c'est voilà. Il y a plein de changements. Le fait partie aussi des objectifs de pédagogie. Voilà. C'est évident. La pédagogie, elle est à tous les niveaux. Voilà. Alors, on va finir cette table ronde avec un petit peu l'avenir, les questions liées à l'innovation. Et je vais commencer avec Marie, notamment sur les questions d'aide au choix des essences. Tu étais présente l'année dernière sur cette table ronde. Tu nous avais dit, nous travaillons sur un guide sur les essences. Maintenant, il est fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette démarche ? Oui, tout à fait. Effectivement, le guide des essences d'arbres de Paris est maintenant publié et en ligne. Donc, si vous êtes intéressé par cette thématique, vous pouvez tous le trouver en tapant sur Google guide des essences d'arbres de Paris. Donc, c'est entièrement en ligne. C'est un document qui a pour objectif d'être complété en fait au fur et à mesure des années. Pour le moment, ce guide, il est composé donc d'une introduction qui donne plusieurs recommandations en termes de comment bien choisir une essence, d'un document de mode d'emploi global sur les différentes fiches et de 130 fiches essences. Donc pour le moment, on en a 130. D'ici fin mars, on en aura 180, 50 nouvelles fiches essences qui vont paraître. D'ici la fin de l'année, on en aura 200 et chaque année, on va publier des nouvelles fiches essences. Alors les fiches essences, je vous en ai ramené juste pour que vous puissiez voir. Alors je ne m'attends pas à ce que vous la lisiez d'ici, mais c'est une fiche recto verso par essence d'arbre. Donc pour le moment, il y en a 130. L'idée, c'est que ces fiches sont donc illustrées. L'objectif, c'est de pouvoir décrire les essences d'arbres qui sont pour le moment à Paris et celles qui pourraient avoir un avenir, qui ne sont pas encore tout à fait implantées, ou même pas du tout, ou qui le sont très peu, et qu'on estime qui pourraient être intéressantes pour l'avenir de Paris. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas une liste d'essences suggérées à planter, parce que dans cette liste, dans les 130, il y a des espèces exotiques envahissantes qu'on ne préconise pas à la plantation. Mais comme elles sont présentes à Paris, par exemple le robinier faux acacia, par exemple les élantes, on s'est dit que c'était important de mieux connaître ces essences d'arbres pour aussi mieux les gérer. Et donc c'est ce parti pris qu'on a fait de publier ces différentes essences d'arbres. Alors ce qui est important dans ce guide, c'est qu'en fait on donne aussi donc des préconisations de plantation. On peut résumer ça en 6 préconisations principales. Alors, je vous l'ai dit très rapidement, juste pour vous faire un petit teasing et pour vous donner envie d'ouvrir ce document. La première recommandation, c'est effectivement bien prendre en compte les caractéristiques du site. En fait, si on n'a pas la place de planter des arbres de grand développement, eh bien, ne plantons que des arbres de petit développement ou des arbustes, mais
Donc voilà, les caractéristiques du site en termes d'ensoleillement, en termes de qualité du sol, c'est extrêmement important. Une deuxième recommandation, ce serait favoriser la plantation d'espèces susceptibles d'être adaptées aux futures conditions climatiques. Et pour ça, on a caractérisé dans chacune des essences, des fiches essences d'arbres, si cette essence est adaptée aux conditions de sécheresse, si elle est adaptée aux conditions de chaleur et si elle tolère les vagues de froid en matière de rusticité. On a aussi le grand leitmotiv de toute la journée, en fait, qui est de diversifier les plantations d'arbres. L'idée, pour ne pas se retrouver avec une toute petite liste d'espèces que tout le monde demande, c'est en fait de se donner la possibilité de tester des essences, des nouvelles essences qui ne sont pas forcément produites en grande quantité, et de voir comment elles réagissent, et aussi pour donner un peu plus de robustesse à tout le patrimoine arboré qu'on peut mettre dans notre ville. En quatrième recommandation, c'est limiter le choix d'essences sensibles aux problèmes phytosanitaires. Oui, c'est important. De ne pas mettre que des frênes qui seront sensibles à la calarose, ou que des ormes qui seront sensibles à la graphiose, ou que des platanes qui seront sensibles au chancre coloré du platane. C'est extrêmement important de prendre ça en compte dans le choix des essences d'arbres à planter, sans pour autant se limiter. Ce n'est pas parce qu'il y a un risque sur la calarose qu'on va plus planter 0 frêne à Paris, donc ça aussi il faut l'entendre. On a cinquième préconisation de privilégier autant que possible les plantations d'espèces régionales. Alors vous voyez, ça arrive en cinquième. Plantation d'espèces régionales et indigènes, donc aussi dans tout le territoire national, métropolitain plus Corse. Ceci étant dit, il faut aussi prendre en compte donc, toutes les préconisations précédentes. Et la dernière préconisation qui a été faite dans ce guide, c'est de prendre en compte l'insertion paysagère des projets de plantation dans le choix des essences. C'est aussi important que de garder des continuités et puis faire des paysages qui sont agréables, surtout en milieu urbain. Donc voilà un petit peu sur ce guide des essences pour vous donner envie d'aller le consulter. C'est un document évolutif qui va donc être complété. On va aller voir ça. Et donc, pour reprendre le questionnement de Michel Leborgne ce matin, l'idée, c'est pas d'avoir juste une liste, mais plutôt une méthode pour faire le choix du bon arbre au bon endroit. Alors, je vais rester encore avec toi. Vous avez une tradition sur Paris de la recherche en liaison avec les aménagements. Est-ce qu'il y a des sujets émergents sur lesquels vous travaillez actuellement en termes de recherche pour améliorer justement la végétalisation de la ville de Paris ? Oui, effectivement. Sur les expérimentations qui sont en cours actuellement ou qui vont se lancer cette année, je peux en citer quelques-unes. On a l'expérimentation séquestration carbone et biodiversité des sols, qui est implantée à l'Arboretum de Paris, dans laquelle on teste différentes parcelles, généralement représentatives des espèces végétalisées en milieu urbain. Donc des espèces avec un arbre en fosse individuelle, une petite forêt urbaine, des massifs fleuris, des massifs arbustifs, des prairies, des pelouses, tondues, non tondues, etc. Bref, l'idée c'est de pouvoir comparer sur un temps long, une durée de au moins 20 ans, quels sont les types de biodiversité qui se développent dans ces sols-là et quelles sont les caractéristiques de séquestration du sol, du carbone associées à ces différentes méthodes de gestion. Ça, c'est un gros sujet pour nous qui a été lancé il y a juste 2 ans. Pour vous donner d'autres exemples du coup d'expérimentation en cours, là on réfléchit à la mycorhisation des plants d'arbres au moment de leur plantation ou de leur production en pépinière ornementale. C'est pas encore tranché. En tout cas, on fait tout un travail bibliographique là-dessus. On va commencer à des rencontres prochainement avec des producteurs, avec d'autres collectivités, avec l'ONF, sur est-ce que la mycorhisation contrôlée, forcée en ville a un avenir, est-ce qu'elle est intéressante ou non pour aussi aider le patrimoine arboré à surmonter certaines vagues de sécheresse. Voilà pour notamment, voilà pour quelques exemples d'expérimentation. Et puis après, ce qu'on a entendu aujourd'hui, ça m'a donné plein d'idées pour développer des nouveaux sujets, notamment sur tout ce qui est hydrologie régénérative. On va poursuivre les discussions là-dessus. Merci. Végétal. On innove également. Est-ce que la mycorhisation en pépinière, c'est quelque chose qui est travaillé ? Comment vous prenez en compte cette question de l'adaptation des palettes végétales au changement climatique par rapport, vous testez, vous innovez, vous essayez de trouver de nouvelles provenances, de nouvelles espèces ? Bon, d'abord, je voudrais rappeler que les producteurs prennent tout le risque dans leur mise en production des années avant qu'on leur demande des plantes.
C'est pour ça que la question de l'anticipation, elle est essentielle, et c'est aussi pour ça que le pôle paysage a imaginé ce type d'événement, enfin cet événement, qui prend de plus en plus d'ampleur, et c'est vraiment génial parce que ça permet d'échanger et donc de donner de la visibilité. Nos méthodologies, notre stratégie de mise en culture s'appuie sur un faisceau énorme d'informations qui vont de nos statistiques de vente à de la prospection, aux travaux qui peuvent être menés par Astrador, par exemple. On suit aussi les travaux qui sont faits par le CEREMA dans le cadre de Sésame. Enfin voilà, c'est un faisceau très important. Pour à la fin, j'ai envie de dire, prendre un stylo et dire combien je vais faire des râpes champêtres. J'en fais 200, j'en fais 300, j'en fais 500. Des trucs qui vont être vendus dans 10 ans. Donc, pour en revenir à ta question plus précise, c'est que dans le cadre de cette prise de risque, nos moyens restent limités. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'expérimentation. On en fait par définition, puisqu'à chaque fois qu'on va mettre une nouvelle plante en production, il y a un itinéraire de culture à définir, il y a un suivi, une adaptation progressive. Donc ça s'appelle de l'expérimentation. En revanche, en discutant avec un certain nombre de collègues, très souvent, on n'est pas dans le bon timing. C'est-à-dire que quand on va tenter des plantes de terrain sec, elles ont l'air de fonctionner, etc. Par contre, il y a zéro demande. Alors, pas grave, on a expérimenté, on sait si ça marche ou si ça marche pas. Mais en attendant, ça, c'est des coûts qui sont à prendre en charge uniquement et intégralement par l'entreprise. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, notre stratégie, au-delà d'introduire des nouvelles essences en permanence, c'est quand même de maintenir une diversité la plus large possible pour prendre le moins de risques, que ce soit en termes de commercial, de vente, qu'est-ce qu'on va vendre dans ces quelques années qui vont venir, ou bien en termes sanitaires, c'est-à-dire aussi multiplier les essences, c'est aussi avoir une adaptation sanitaire la plus large possible. Voilà. Merci. On va continuer avec Stéphane Charrier. J'imagine qu'avec tous les aléas climatiques qu'on connaît aujourd'hui, trop d'eau suivi de pas assez d'eau, on en demande de plus en plus à vos graines. Et donc, vous travaillez aussi sur cette résistance à l'aléa de vos semences ? Oui, enfin, ça fait partie intégrale de notre travail. Et après, il faut qu'on essaye d'anticiper les choses. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se met dans des conditions, nous, au niveau des stations de recherche, on va dire extrêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on va faire de la sélection sécheresse, on se met sous des tunnels sécheresse, on va pousser les choses à l'extrême avec des températures qui montent à 50-60 degrés. C'est pour ça qu'on prend des stagiaires, d'ailleurs, comme ça on les met dessous. Non, je rigole, hein, je rigole. Non, mais c'est vrai qu'on pousse les choses vraiment à l'extrême parce que voilà, pour faire de la sélection, il faut vraiment aller loin et vraiment pouvoir sélectionner les individus qui vont être capables de supporter ces choses-là. Après, en gazon, il faut savoir que là, on parle par exemple en arbre où il faut avoir différents types d'arbres, pas une seule chose. En gazon, ça a toujours été le principe, c'est-à-dire que dans un mélange, on ne va pas avoir une seule chose. À part si, par exemple, on est dans le cas d'un terrain de sport élite où on veut une chose bien particulière, et même là, on va mélanger plusieurs variétés. Mais on va travailler, notamment sur des parcs ou autres, où ça va être des mélanges d'espèces, parce que finalement, alors déjà, on l'a entendu plusieurs fois, il faut s'adapter à son sol, ses conditions climatiques, son environnement, mais en plus, le sol, les plantes évolue, change, le climat change. Donc finalement, d'avoir plusieurs espèces, elles vont s'adapter, elles vont en plus, ça évite au niveau des maladies notamment, d'avoir des choses qui explosent et d'avoir des problèmes, parce que chaque espèce n'est pas forcément susceptible à la même maladie. Et donc ça s'adapte de cette façon-là. Aujourd'hui, on voit aussi quelque chose qui paraissait fou il y a 15-20 ans en gazon, enfin en pelouse au moins, les gens d'avoir du trèfle ou des petites ternes ou des lotiers qui fleurissent dans le gazon, qui vont apporter de l'azote, donc techniquement intéressant, hein. On se base aussi sur les fourragères qui utilisent ça depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, en situation de pelouse, on les retrouve. Pourquoi ? Parce que la légumineuse va fixer de l'azote et va permettre de nourrir la graminée derrière. Donc c'est des choses qui se mettent en place et qui vont se développer. Et donc il y a un changement aussi de la vision
du paysage, hein, du gazon. De la vision et de sa gestion, vous voyez de aussi. sa gestion, tout à fait. Et donc, voilà, petit à petit, on évolue et on travaille. Alors, c'est là où c'est vrai qu'on voit loin à l'avance, et c'est là, c'est aussi l'intérêt du boulot de sélectionneur, c'est qu'on est amené à vadrouiller un petit peu et à voyager de par le monde, parce qu'on va aller voir comment ça se passe ailleurs. Et certaines espèces qui aujourd'hui ne sont pas utilisées, ou ne sont pas en Europe, ou ne sont pas en France, bon, le changement climatique, on a vu, hein, que des 40 degrés pendant un mois ou un peu plus, 50 degrés, ça peut arriver. Non, mais voilà, donc il y a des espèces qui aujourd'hui n'ont aucun intérêt en France ou en Europe, et demain, potentiellement, seront intéressantes. Donc on essaye, on teste, voilà. Et le risque, ce que vous disiez tout de suite, là, c'est qu'effectivement, il y a des espèces qu'on va travailler, qu'on va développer, finalement, aucun intérêt. Par contre, il y en a d'autres, donc c'est pareil, on travaille sur énormément d'espèces. Et on en redécouvre, et les associations, c'est peut-être ça aussi l'avenir. Les associations d'espèces, des choses qui peuvent être, voilà, qui travaillent en symbiose et qui vont permettre au mélange de mieux fonctionner. Alors, on va finir avec vous, mesdames. Sur les projets ou dans les villes, on innove aussi, on peut expérimenter. On arrive à faire un volet expérimental dans un projet d'aménagement ? Je pense qu'en fait, chaque projet est une nouvelle expérience, parce que Certes. c'est un lieu particulier à chaque fois. Des fois, on veut réutiliser des bonnes recettes qu'on a eues ailleurs, et dans ce lieu-là, évidemment, ça ne marche pas. Donc, c'est un éternel recommencement. Et c'est ça qui est un peu difficile aussi à faire comprendre à certains élus qui ont une attente particulière, parce que aussi leurs électeurs ont un jugement des fois un peu dur, et que le paysage, il faut du temps pour s'installer, il faut du temps des fois pour réajuster aussi, parce que c'est du vivant. Et je pense qu'on a tous à réapprendre ce que c'est que de construire avec le vivant, et ça a été un peu oublié, quoi. Oui. Et c'est en ce sens-là qu'on a beaucoup de pédagogie à faire. Et cette question du temps, effectivement, c'est la seule. C'est seul le temps permettra de voir effectivement la réussite ou non Voilà, il faut tester, des hypothèses qu'on a faites. Voilà, et il faut accepter ça, que ça fait partie du jeu. Et donc, Isabelle Aymon, pour le mot de la fin, au niveau de la ville de Laval, les services expérimentent, vous m'aviez dit ? Oui, les services expérimentent. Alors déjà du fait qu'on est dans... Alors est-ce que c'est de l'expérimentation ou de la répartition des risques, éviter, réduire, compenser, quand on est contraint d'abattre des arbres, on doit compenser quand on n'a pas pu éviter, qu'on a essayé de réduire, on en a transplanté d'assez gros. Mais la ville étant à la fois ville et proche de la campagne, on a pu faire des plantations de compensation sur des sites très différents. Donc notamment de la ripisylve, un terrain très proche de la rivière, des terrains plus en hauteur, d'autres un peu plus urbanisés. Donc il y a cette répartition-là, et les services s'essayent, et dans les palettes qui ont pu être proposées par les professionnels, par tel ou tel label ou dispositif régional, des choix sont faits justement en fonction des terrains. Permis de végétaliser par rapport aux citoyens, première tentative avec des règlements, parce qu'on touche à la voirie, très peu de retours finalement, et du coup on adapte et on a assoupli pour que les citoyens puissent davantage se lancer. Donc là maintenant on a une 60aine de demandes à expérimentation probablement réussies avec en changeant le dispositif. Parce que de l'expérimentation, on va passer à la démultiplication pour intensifier la végétalisation de toute la ville. Et on va être obligé de s'arrêter là. Site flore locale aussi. Voilà. On se donne 2 ans pour observer comment ces graines qui ont été mises vont se développer plus ou moins bien sur différents espaces, et comment on prolonge. En tout cas, moi, je vais vous remercier tous les 5 pour les éclairages que vous nous avez apportés.